Bonjour à tous et bienvenue pour ce chapitre 1 sur les polynômes. Alors pourquoi chapitre 1? Parce que c'est le premier chapitre du module Maths 2. Je vous rappelle, ce premier semestre, il était composé en deux modules pour tout ce qui est les maths. Il y avait le module Maths 1 qui s'est terminé avec le chapitre précédent sur les fonctions. Et là, donc, on a le module Maths 2, dont le premier chapitre porte sur les polynômes. Donc, on va voir tout de suite le chapitre sur les polynômes. Là, vous avez le plan et commençons par... Alors déjà, une petite remarque. Dans tout ce chapitre, alors ce que je vais noter grand K, c'est une notation que vous n'avez peut-être pas l'habitude, c'est pour désigner soit l'ensemble des réels, soit l'ensemble des complexes. Alors ici j'ai mis le corps, c'est une notion mathématique, mais c'est juste pour avoir quelque chose de rigoureux, mais n'oubliez ce mot de corps des réels, dites-vous juste, grand K c'est soit les réels, soit les complexes. Pourquoi je prends cette notation? Ça me permet de vous faire remarquer qu'en fait la plupart des choses qui vont suivre sont valables aussi bien pour les réels que pour les complexes. On va voir quelques généralités sur les polynômes. Alors qu'est-ce qu'un polynôme? Ce qu'on appelle polynôme à coefficient dans K, donc je vous rappelle K c'est soit les réels soit les complexes, une expression algébrique de la forme somme, donc ce symbole il veut dire somme, pour K allant de 0 à n des AK fois x puissance K. Autrement dit, c'est une somme de deux termes de la forme donc des x, ça va être votre indéterminé, des x puissance 1 entier, donc K c'est un nombre entier, multiplié par des coefficients qui vont être soit réels, soit complexes. Donc ce qui détermine si on a à faire un polynôme réel ou complexe, c'est la nature des coefficients qui vont être donc soit réels, soit complexes. Donc n c'est un entier naturel, mes coefficients AK, comme je vous l'ai dit, ils sont soit dans l'ensemble des réels, soit dans l'ensemble des complexes. Et la définition, c'est que, enfin, pas la définition, pardon, on appelle l'ensemble des polynômes à coefficient dans K, on le note K crochet X. Donc on a une notation pour désigner l'ensemble des polynômes, c'est K crochet X. Haute définition, on va appeler monôme un terme de la forme AK fois x puissance k d'un polynôme, c'est-à-dire un monôme, c'est qu'on prenait juste un seul terme de votre polynôme. Donc on peut remarquer une chose, c'est qu'en fait votre polynôme est entièrement déterminé par ses coefficients A0, à n. Ce que je veux dire par là, si vous avez les coefficients, en mettant les puissances de x correspondantes, vous avez tout votre polynôme. Un exemple, p égale x au carré plus x. Donc voilà, on peut un exemple tout bête. Donc ce polynôme, si on regarde, il est composé de deux monômes, pour vous dire c'est quoi un monôme. Donc ici, le premier monôme, c'est x au carré, et le second monôme, c'est x. D'accord? Donc pour moi, un polynôme, c'est vraiment juste ça, rien de bien méchant. Quelques petites propriétés, quelques petites formules. Si je considère deux polynômes, donc un premier polynôme p, dans la somme, il reste jusqu'à un certain entier n, et un deuxième polynôme q, dans la somme, il reste jusqu'à un certain entier m, et qui n'ont pas les mêmes coefficients. Donc j'ai appelé AK les coefficients du polynôme p, et BK les coefficients du polynôme q. Je considère lambda une constante quelconque. Alors je peux faire la somme de deux polynômes. Comment ça fonctionne? En fait, je vais faire la somme des coefficients correspondant à la même puissance. D'accord? Et ma somme elle va aller jusqu'au maximum de m et de n, sachant que quand j'ai dépassé soit m, soit n, il ne me restera que les termes dans les deux polynômes. Mais l'idée ici à retenir, c'est juste que vous faites la somme comme vous feriez naturellement, c'est-à-dire vous regroupez ensemble les coefficients qui ont la même constante de x. Le produit, vous avez cette formule un peu pénible à écrire. Enfin, cette formule, c'est pour si un jour vous avez besoin de faire des maths plutôt très théoriques, vous aurez besoin de ce genre de formule, mais ce ne sera pas votre cas a priori. Je vous donne la dernière. Donc, quand je fais lambda fois p, quand je multiplie un polynôme par une constante, j'en reviens à multiplier tous les coefficients par une constante. En fait, je ne vais pas trop citer là-dessus, retenez pas trop ces formules. L'idée, c'est de comprendre sur un exemple. Donc, regardons tout de suite sur un exemple. Si je fais la somme de deux polynômes, comment ça va fonctionner? Donc, je vais additionner ensemble les coefficients qui correspondent aux x qui ont la même puissance. Donc regardons, ici j'ai d'abord x3 qui est tout seul, donc x3 j'additionne à personne. Après je vais avoir ici plus x2 que j'additionne à personne, il est tout seul aussi. En termes de x, je vais avoir ici moins 2x plus moins x, ça va faire moins 3x. Et en termes de constante, je vais avoir 1. Donc vous additionnez de façon classique, comme vous avez toujours fait jusqu'ici en fait, rien de bien nouveau. Pour le produit, ça revient à faire un produit terme à terme, à développer si vous voulez. Donc là, pour calculer ce produit, je vais faire x au carré fois x3, ça fait x5, x au carré fois moins x, ça fait moins x3, puis je développe ce terme-là, moins 2x fois x au cube, ça fait moins 2x puissance 4, moins 2x fois moins x, ça va me donner plus 2x au carré, et enfin je développe le 1 ici, 1 fois x au cube, ça fait x au cube, et 1 fois moins x, ça fait moins x. Vous regroupez ensuite les puissances qui vont ensemble, comme on l'a vu ici pour la somme, et ça vous donne le résultat qui est là. Donc n'hésitez pas à prendre une petite feuille, à développer, à vérifier, vous trouvez bien sur cette chose-là quand vous simplifiez. Donc pas besoin de retenir ces formules ici, qui sont utiles surtout quand on fait des calculs théoriques, ou en pratique, retenez juste que pour additionner des deux polynômes, vous additionnez les termes, les x ont la même puissance, et pour multiplier, il suffit juste de développer, comme vous savez le faire depuis le collège, des développements classiques. Alors, autre petite chose, ce qu'on appelle degré évaluation d'un polynôme.
Donc je considère un polynôme, un coefficient dans K, je note A0, AN les coefficients de P, et je vais supposer que le dernier, donc AN, je vais le prendre différents de 0. On appelle degré du polynôme P, qu'on note deg P, l'entier N. Donc l'entier N, c'est celui qui correspond à la plus grande puissance d'un polynôme, si vous préférez. Je vais appeler valuation du polynôme P, qu'on note V de P, le plus petit indice K, tel que AK soit différent de 0. Ça va correspondre à la plus petite puissance de votre polynôme. Donc par convention, on va dire que le degré du polynôme 0 c'est moins l'infini et que la valuation du polynôme 0 c'est plus l'infini. Alors ça, vous n'avez pas trop besoin de vous préoccuper avec ce genre de choses, c'est une considération purement mathématique. Au niveau DUT, c'est pas dramatique si vous ne retenez pas ce genre de choses, c'est pour que les théorèmes qui suivent aient un sens que j'ai écrit ça. Mais du coup, vous n'avez pas trop besoin de vous en préoccuper dans ce cours. Donc de par la définition, on peut observer les choses suivantes. Si je prends P, un polynôme à coefficient dans K, la valuation de P est inférieure ou égale au degré de P. La valuation de P, je vous l'ai dit, c'est ce qui correspond à la plus petite puissance de votre polynôme. Le degré, c'est la plus grande puissance. Donc forcément, la plus petite puissance est inférieure ou égale à la plus grande. Ça peut être égal si vous avez juste un terme, ce qu'on appelle un monôme, je vous rappelle. Je viens de vous dire là, d'ailleurs, si la valuation est égale au degré de votre polynôme, alors P est un monôme, il y a un seul terme. Un exemple, si je prends le polynôme x puissance 4 plus x au carré, son degré c'est la plus grande puissance, c'est donc 4, et sa valuation c'est la plus petite puissance, c'est donc 2. Donc ce que je vous ai écrit ici. Second exemple, si je prends x puissance 8 moins 2, son degré c'est la plus grande puissance, c'est 8, et sa valuation ici, donc quand vous avez moins 2, en fait c'est moins 2 fois x puissance 0 si vous voulez, vous n'avez qu'un terme constant, du coup la valuation ça va être 0. Donc degré 8, évaluation 0. Propriété supplémentaire, je considère P et Q de polynômes, je considère lambda une constante non nulle. Alors, le degré d'un produit P fois Q, c'est le degré de P plus le degré de Q, et la valuation d'un produit, c'est également la somme des valuations. Pour ce qui est du degré de la somme de deux polynômes, ça ne va pas être égal au maximum du degré de P et du degré de Q, ça va être inférieur ou égal à ce maximum. Je vous explique pourquoi, qu'est-ce qui peut se passer. Si par exemple P est de degré 3 et qui son plus grand terme c'est x au cube, si Q est de degré 3 et que son plus grand terme est moins x au cube, quand on fait de la somme, x au cube moins x au cube ça fera 0, et du coup votre degré il sera inférieur à 3, il vaudra 2 ou 1, mais en tout cas il sera inférieur au 3 qui correspond au max des deux. Donc c'est juste dans ce genre de situation que c'est inférieur, sinon ce sera égal au max. Et même genre de considération pour l'évaluation. Et quand vous multipliez par une constante, le degré et l'évaluation sont inchangés, vu que ça ne vous change pas. Quand vous multipliez par une constante un polynôme, ça ne change rien pour la puissance de x. Division d'un polynôme. Alors, on rentre un peu plus dans le vif du sujet. Pour le moment, c'est surtout du vocabulaire. Maintenant, on va commencer à voir des choses qui nous seront un peu plus utiles en pratique. Une notion de divisibilité pour commencer. Je considère A et B deux polynômes, et je considère que B, il va être non nul. On dit que B divise A, ou que A est divisible par B, et on note B, et cette barre veut dire divise A, donc B, cette barre veut dire divise, je répète, donc B divise A, s'il existe un polynôme Q tel que A égale B fois Q. On dit alors que B est un diviseur de A, et que A est un multiple de B. Vous remarquerez que c'est le même genre de vocabulaire pour les entiers. Par exemple, dire que 8 est divisible par 2, ça veut dire que 8, je peux l'écrire sous la forme 4 fois 2. On dit alors d'ailleurs que 2 est un diviseur de 8 et que 8 est un multiple de 2. Donc vous avez le même genre de choses entre les entiers en fait et les polynômes. Et ces genres de correspondance, on va le voir dans d'autres situations que juste cette définition de divisibilité. Donc proposition, si je sais que B divise A, alors je sais qu'il existe un unique polynôme Q qui vérifie A égale B fois Q. Il ne peut pas en avoir deux différents. Pareil pour les entiers, encore une fois, quand je dis que 8 est divisible par 2, j'ai 8 qui vaut 2 fois 4. Il n'y a pas de possibilité que 4 pour vérifier cette égalité. Donc pareil pour les polynômes. Notion de division euclidienne maintenant. Alors, division euclidienne, et d'ailleurs c'est une remarque que j'aurais pu vous faire dès avant, le mot peut faire peur, mais en fait, si vous êtes capable de multiplier, diviser, soustraire et additionner sans vous tromper, vous êtes capable de faire des divisions euclidiennes, de faire d'ailleurs tout ce qui va suivre dans ce chapitre. Dans ce chapitre, je vous assure que, je répète, si vous êtes capable juste de savoir additionner, diviser, multiplier et soustraire, si vous savez faire ça, vous êtes capable de comprendre ce chapitre sans aucun problème, vraiment. Donc faites l'effort de tout bien suivre, tout bien écouter, et vous verrez que si vous retenez bien tout ce qu'on va faire aussi bien là dans ces vidéos d'amphi, mais aussi en TD en présentiel, vous verrez que c'est vraiment ce chapitre est vraiment très simple et que les seuls prérequis, j'insiste là-dessus, je le répète donc une dernière fois, les seuls prérequis, c'est savoir additionner, soustraire, multiplier, diviser. Si vous savez faire ça, même si vous détestez les maths, vous avez plein de lacunes, vous devez être capable de réussir ce chapitre à condition de faire l'effort de travailler et d'écouter. Bref, ceci étant dit, j'en viens aux divisions euclidiennes.
Théorème, je considère A et B deux polynômes, donc avec B non nul. Je peux dire qu'il existe un unique couple, Q et R, qui vont être donc tous les deux des polynômes aussi, un même coefficient, qui vérifie A égale B fois Q plus R avec degré de R plus petit que degré de B. Une telle égalité est appelée division euclidienne de A par B. On dit que Q est le quotient de la division euclidienne et que R en est le reste. Alors le théorème peut paraître horrible, ce qu'il faut c'est être capable de faire des divisions euclidiennes, et sur des exemples, donc les vidéos à côté, vous verrez que sur des exemples c'est très facile pour faire des divisions euclidiennes. Juste une petite remarque pour refaire l'analogie habituelle avec les entiers tout court, les entiers relatifs. On a le même genre d'idée avec les entiers. Donc si vous voulez faire par exemple la division euclidienne de 11 par 2, comment vous allez faire pour ceux qui ont déjà vu ça? Vous allez dire que 11 c'est 2 fois 5 plus 1. Et du coup vous aurez 5 qui sera le quotient de votre division euclidienne et 1 qui sera le reste. Et comment vous savez quand vous arrêtez? C'est parce que 1 il est inférieur à votre 2. Donc quand je faisais la division euclidienne de 11 par 2. Là vous avez le même genre d'idée, sauf que là je ne peux pas dire qu'un polynôme est inférieur à un autre polynôme, ce que je peux dire c'est que le degré de mon polynôme est inférieur au degré, donc le degré du reste que je trouve est inférieur au degré de B avec lequel je faisais ma division euclidienne. Donc un exemple pareil, enfin pas pareil, mais vous aurez une vidéo à part pour faire cet exemple, ça s'appellerait exemple 1, et rien de mieux qu'un exemple pour comprendre. Donc là ce théorème peut vous paraître pénible avec plein de symboles, mais en vrai, ce qu'il faut comprendre, ce qu'il faut être capable de faire, c'est l'exemple qui suit. Et encore une fois, vous aurez une vidéo pour vous entraîner et pour voir comment cela fonctionne. Deuxième exemple, pareil, donc vidéo, ça sera exemple 2 pour cette vidéo, pour vous entraîner et voir comment est-ce qu'on fait ce genre de division euclidienne. Et enfin, vous aurez un troisième exemple où, pareil, division euclidienne, juste qui change, je vous montre comment ça se passe quand on a des complexes. Et je vous le dis dès maintenant, en fait, c'est exactement pareil. Mais c'est juste qu'il faudra manipuler des complexes. Donc là, le principal, c'est que vous regardez bien ces trois exemples et vous comprenez bien comment on fait des divisions euclidiennes. Conséquences de la division euclidienne. Alors, avant de parler des conséquences, une définition qui est importante. J'aurais pu vous le mettre en rouge d'ailleurs. Alors on dit que A est une racine d'un polynôme P si P de A est égal à 0. Donc retenez bien cette définition. Quand je parlerai de racine d'un polynôme, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que P de A vaut 0, c'est-à-dire quand vous remplacez tous les x par A, vous devez trouver 0. Donc c'est ça qu'on appelle être une racine d'un polynôme. Petite proposition, mais très utile en pratique, donc ça aussi, vous devez bien le retenir, bien le connaître, c'est vraiment très utile. Si je considère un polynôme à coefficient dans K et A un élément de K, donc soit R dans C, je peux dire que x moins A divise P si et seulement si A est une racine de P. Donc nous, en pratique, qu'est-ce qui va se passer? Ce qu'on va vouloir faire dans la suite de ce chapitre, ça va être factoriser des polynômes. Je vous dirai après pourquoi c'est utile, on va vouloir factoriser des polynômes. Donc l'idée, c'est que pour factoriser des polynômes, on va d'abord essayer de trouver des racines évidentes, ou peut-être qu'elles vous seront données, bref, mais une fois que vous aurez votre racine, vous pourrez dire qu'on peut diviser par x moins a. Et après, pour factoriser, on fera des divisions euclidiennes, mais ça, je vous en dirai plus sur des exemples concrets quand on sera à la partie sur la factorisation de polynômes. Mais donc retenez bien, j'insiste encore une fois, retenez bien cette proposition. Si vous avez a qui est une racine de p, vous pouvez dire que x moins a, enfin je vais le reprendre, x moins a divise p si et seulement si a est une racine de p. Et nous, on l'utilisera plutôt dans l'autre sens. On trouvera une racine, du coup, on pourra dire que ça divise. Alors pourquoi c'est une conséquence de la division euclidienne? Juste parce que la démonstration se fait grâce à la division euclidienne, mais là, je ne vous ferai pas la démonstration pour le coup. Définition, si je considère P un polynôme, A une racine de P, je vais appeler multiplicité de la racine A, l'entier m plus grand que 1, tel que x moins A puissance m divise P, et x moins A puissance m plus 1 ne divise pas P. Concrètement, ça correspond à quoi? Le mieux, c'est de regarder sur un exemple. Si je vous donne le polynôme P égale x moins 2 au carré, facteur de x plus 1, facteur de x moins 3 puissance 4. Comment trouver les racines de ce polynôme? Là, ce polynôme, il est composé d'un produit de termes. En fait, vous savez qu'un produit de termes est nul si et seulement si l'un ou l'autre des facteurs est nul. Donc là, ce polynôme va être nul, en commençant par la gauche, quand x-2 va s'annuler. x-2 s'annule en 2. Du coup, on peut dire que 2 est une racine de P, et j'avance un peu trop vite, juste de multiplicité 2. Pourquoi de multiplicité 2? Ça correspond à la puissance qui est ici. Ce terme-là, passons au terme suivant, donc x plus 1, quand est-ce qu'il s'annule? X plus 1 s'annule quand x vaut moins 1. Et comme c'est x plus 1, quand il n'y a pas de puissance, c'est-à-dire que c'est puissance 1, j'aurai moins 1 qui est une racine de P de multiplicité 1. Donc vous l'avez ici. Et enfin, le dernier terme ici, x moins 3 puissance 4, quand est-ce que ça s'annule? X moins 3 s'annule quand x égale 3, et comme c'est puissance 4, j'aurai 3 qui est une racine de P de multiplicité 4. D'accord? C'est ce que vous avez ici.
Donc la multiplicité, ça correspond à ça. Grosso modo, quand vous avez factorisé votre polynôme, c'est ce qu'on appelle la forme factorisée d'un polynôme, ça correspond à la plus grande puissance qui est sur chaque terme. Donc 2 est la multiplicité de moins 2, 1 est la multiplicité de 1, pardon, je me reprends, 2 est la multiplicité de 2 ici, 1 est la multiplicité de moins 1, et 4 est la multiplicité de 3. Proposition, un petit peu similaire avec une précédente. Au lieu d'avoir une seule racine, je suppose que j'ai A1 et AK qui sont des racines distinctes de P. Alors je sais que je peux diviser mon polynôme P par x moins A1, x moins AK. Pareil, ça sera très utile comme résultat quand on fera des factorisations de polynômes. Corollaire, si j'ai un polynôme à coefficient dans K de degré n, il a au plus n racines. C'est bien d'avoir ça en tête, en fait. Donc, si vous avez un polynôme de degré 3, par exemple, vous savez que vous aurez au maximum 3 racines. Il ne pourra pas en avoir plus. Donc, si vous avez un polynôme de degré 3 et que vous connaissez déjà 3 de ses racines, bah, vous savez qu'il n'y en a pas plus. Et que vous connaissez donc toutes ses racines. Et donc, autre corollaire aussi de ce résultat, qui est que si j'ai P un polynôme de degré au plus n, si la fonction polynomiale x associée P de x annule pour n plus une valeur de k, alors P égale à 0. Qu'est-ce que ça signifie ? Vous avez un polynôme, vous n'avez aucune info dessus, vous savez juste que son degré c'est maximum n. Vous ne savez pas que son degré c'est exactement n, vous savez qu'au maximum il peut avoir un degré de n. Bah, si vous trouvez que ce polynôme il admet n plus une racine, alors ça veut dire qu'en vrai ce polynôme il n'est pas du tout de degré n, mais il vaut en vrai tout le temps 0. Donc c'est ça que vous dit ce résultat. Alors on va s'arrêter là pour cette première partie de ce chapitre, et vous aurez donc la suite dans une deuxième vidéo pour ce chapitre.